Les cartes influencent notre perception de la réalité, même en omettant des éléments. Prenons l'Arctique comme exemple. Au fond de la mer, il y a une chaîne de montagnes appelée la dorsale de Lomonosov. Elle traverse le centre de la région. Et même si elle n'est pas visible sur les cartes ordinaires, elle se trouve juste sous la glace polaire. Le Danemark, la Russie et le Canada revendiquent cette zone disputée comme la leur et ont soumis des dossiers juridiques auprès des Nations Unies en vertu du droit international. Les États-Unis sont exclus de ce processus. La géométrie de la dorsale de Lomonosov bloque leurs revendications. En conséquence, les Américains cherchent à obtenir une place à la table en écartant le Danemark et en héritant de ses revendications. Qu'ils aient raison ou tort, celui qui l'emportera pourra étendre son plateau continental jusqu'au pôle Nord et, ce faisant, revendiquer toutes les richesses naturelles et changer la carte du monde ainsi que la conscience collective à jamais. Il y a beaucoup en jeu. Après tout, les cartes finissant souvent par dicter la politique. Cependant, l'Arctique n'est pas seulement isolé, il est aussi difficile d'y opérer. La couverture satellite est plus faible aux hautes latitudes, les signaux se dégradent et la navigation devient moins fiable. C'est l'une des raisons pour lesquelles des zones comme la dorsale de Lomonosov sont si difficiles à surveiller, encore moins à les contrôler. La technologie propriétaire de Spark IA permet aux drones de fonctionner de manière autonome, leur donnant la capacité de localiser, cibler et naviguer entièrement par eux-mêmes. Elle a été conçue pour des situations où les connexions traditionnelles se dégradent ou disparaissent complètement, et elle fonctionne aussi bien dans les airs, sur terre que sur mer. En d'autres termes, il développe des systèmes capables de fonctionner dans des environnements où les signaux sont indisponibles, y compris l'Arctique. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est la direction prise par l'entreprise. Spark IA a récemment recruté Matt McCrann, l'ancien PDG de Drone Shield, pour diriger son expansion aux États-Unis. Son objectif est d'amener la technologie de géolocalisation de Spark IA sur le terrain et de former des partenariats avec des entreprises de défense. Découverte en 1948 par des chercheurs soviétiques, la dorsale Lomonosov a divisé l'Arctique en deux bassins alors qu'on supposait auparavant que l'Arctique formait un seul bassin creux. La dorsale a été nommée à juste titre d'après Mikhail Lomonosov, le polymathe russe du XVIIIe siècle, qui avait prédit 200 ans plus tôt que de tels passages, falaises et montagnes seraient découverts sous la glace arctique. Plus de 70 ans se sont écoulés depuis cette découverte, et pourtant, cela reste l'un des fonds marins les plus mal cartographiés au monde. Les preuves scientifiques sont difficiles à obtenir en raison du climat extrême. Même avec la technologie du sonar multifaisceau, qui est l'outil le plus puissant pour l'exploration des grands fonds marins, la résolution le long de la dorsale de Lomonosov n'est que de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. Obtenir des données plus précises nécessite beaucoup plus de relevés sous tous les angles possibles. Ce qui rend le processus encore plus éprouvant, c'est que dresser une carte bathymétrique ne suffit pas. Des preuves concrètes, en plus de la cartographie par sonar multifaisceau, exigent que les scientifiques obtiennent physiquement un échantillon de la dorsale. C'est plus facile à dire qu'à faire. Se rendre dans l'Arctique est déjà assez difficile, mais il faut ensuite extraire un bloc de roche qui se trouve sous des centaines de mètres d'eau, recouvert par la banquise flottante. Même après avoir obtenu l'échantillon, les scientifiques doivent prouver que le morceau fait vraiment partie de la dorsale et non d'une roche venue d'ailleurs, ce qui fausserait les résultats. Ce n'est qu'en suivant ces étapes que les scientifiques peuvent retracer les origines géologiques de la montagne. Tout ce processus demande du temps, de l'expertise et des financements importants. Il n'est donc pas étonnant que le plancher océanique de l'Arctique soit si mal cartographié. Ces avancées scientifiques sont importantes à cause des protocoles du droit de la mer. Toutes les nations côtières de l'Arctique possèdent des zones économiques exclusives qui s'étendent jusqu'à 370 km de leurs côtes. Tout ce qui se trouve dans cette zone donne aux propriétaires des droits exclusifs pour exploiter ou concéder les ressources naturelles vivantes et non vivantes, ainsi que le droit d'installer des infrastructures telles que des pipelines sous-marins ou des câbles de communication sous-marins. Cependant, cette même loi permet à un État d'étendre ses droits sur le fond marin sur une distance de 648 km à partir de la côte. Dans cette plateau continental étendu, un État conserve des droits exclusifs sur les ressources non vivantes.
Cependant, bien que les protocoles permettent à un pays d'étendre son plateau continental par des mécanismes juridiques, le comité de supervision, connu sous le nom de Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental, a une vocation scientifique. L'organisme s'abstient de toute politique et se concentre strictement sur la science. Ainsi, revendiquer un plateau continental est un processus scientifique. Il n'est pas revendiqué par des drapeaux, mais par des données. 3 nations côtières, la Russie, le Canada et le Danemark, par l'intermédiaire du Groenland, affirment avoir des droits souverains sur le plateau continental dans l'Arctique. Et il y a une raison d'investir, non seulement parce que cela changerait la carte du monde, mais aussi à cause des richesses qui se trouvent en dessous. Une évaluation du service géologique des États-Unis estime qu'environ 22% du pétrole brut et du gaz naturel non découvert dans le monde se trouvent dans le cercle arctique. Le changement climatique rend ces ressources plus accessibles. Cependant, une grande partie de l'Arctique, y compris le pôle Nord, se trouve actuellement au-delà de la zone économique exclusive des nations côtières. Ainsi, un verdict favorable de la Commission des Nations Unies accorderait à un pays d'incroyables richesses à exploiter ou à concéder sous licence. Le différend territorial entre le Danemark, le Canada et la Russie porte finalement sur la dorsale de Lomonosov, à une profondeur d'environ 1700 mètres et sur une longueur de 1800 km, la dorsale passe près du pôle Nord et divise l'océan Arctique en deux. Il appartient aux nations requérantes de trouver des preuves scientifiques que la dorsale est une extension submergée de leurs territoires respectifs. Les scientifiques russes ont fait leur première demande en 2001, mais elle a été rejetée faute de preuves. Les Russes ont ensuite présenté une deuxième demande en 2015 avec de nouvelles preuves à l'appui d'une revendication territoriale de 1,2 million de km². En mars 2023, la Commission des Nations Unies sur le plateau continental a déclaré que la limite extérieure de la dorsale de Lomonosov était géologiquement similaire au continent de la Fédération de Russie. La Commission a toutefois précisé que ce verdict ne tranchait pas la souveraineté de la Russie sur cette zone. Ce que Moscou doit faire ensuite, c'est établir les coordonnées définitives et les soumettre au secrétaire général de l'ONU. Ces coordonnées seront alors juridiquement contraignantes pour le plancher océanique. Quoi qu'il en soit, si l'on regarde de l'autre côté, la dorsale de Lomonosov semble également être une extension du Canada. Les mêmes échantillons physiques que la Russie a utilisés pour tracer et cartographier la bathymétrie de l'Arctique ont été retrouvés sur l'île d'Ellesmere, qui se trouve dans l'archipel arctique canadien. En 2013, le Canada a déposé sa demande d'extension du plateau continental, mais il l'a retirée parce qu'elle n'était pas assez ambitieuse. 5 ans plus tard, en 2019, le Canada a soumis sa deuxième demande, plus large, qui incluait le pôle Nord. Le verdict à ce sujet ne sera rendu que dans plusieurs années. La demande est effectivement gelée dans une impasse procédurale en raison de l'impasse entre l'Occident et la Russie. Pourtant, dans la course à l'Arctique, le Danemark est peut-être le plus audacieux, alors que la Russie et le Canada cherchent à revendiquer un territoire jusqu'au pôle Nord. Le Danemark soutient que toute la dorsale de Lomonosov est le prolongement du Groenland, et que sa revendication légale s'étend jusqu'à la zone économique exclusive de la Russie. Cela représente une revendication de près de 900 000 km² d'espace arctique, soit environ 20 fois la taille du Danemark. Les Danois ont soumis leur revendication légale en 2014, mais elle est toujours en attente d'examen. Le problème avec la revendication danoise, c'est que la politique intérieure du Groenland s'est orientée davantage vers le nationalisme des ressources et l'éloignement de Copenhague. C'est aussi là que les États-Unis interviennent. La dorsale de Lomonosov bloque leurs revendications sur le plateau continental. L'Alaska, à elle seule, ne peut pas faire valoir des revendications en direction du pôle Nord. La tentative de Trump d'acheter le Groenland sert de solution de contournement, plaçant Washington dans des cadres juridiques arctiques autrement inaccessibles. Même si l'idée de Trump était largement rejetée comme étant irréfléchie, sa proposition a tout de même un sens stratégique. Bien sûr, il existe des intérêts économiques, sécuritaires et commerciaux au Groenland, et nous avons abordé ces sujets dans un épisode séparé. Mais le Groenland n'est pas seulement une masse terrestre, c'est la porte d'entrée du Danemark vers l'Arctique. Chaque revendication danoise, y compris la tentative de relier la dorsale de Lomonosov au Groenland, n'existe que parce que le Groenland fait partie du Danemark. Sans cela, le Danemark disparaît tout simplement de la carte de l'Arctique.
Si l'Amérique pouvait acquérir le Groenland d'une manière ou d'une autre, elle hériterait immédiatement des revendications sur le plateau continental, ainsi que de toutes ses richesses naturelles. Contrairement au Danemark ou au Canada, l'Amérique aurait la puissance navale et aérienne pour faire respecter ses revendications. Ainsi, la logique veut que si la carte ne peut pas se plier aux intérêts de Washington, alors Washington doit redessiner la carte. Pour comprendre ce qui va suivre, il est essentiel de saisir ce qui est en jeu. La souveraineté sur le fond marin ne change pas les droits d'un pays, ni sa capacité à contrôler la navigation ou à pratiquer la pêche commerciale. Ainsi, même si l'océan Arctique s'ouvre et que de nouveaux corridors de navigation se dessinent, un plateau continental étendu n'aura aucun impact sur ces activités. Les ressources présentes dans les eaux et l'espace aérien au-delà de la zone économique exclusive appartiennent à tous et sont régis par le droit international. La propriété d'un plateau continental étendu concerne uniquement ce qui se trouve dans, sur et sous le fond marin. Les gisements de pétrole brut et de gaz naturel constituent les principaux attraits commerciaux. Cependant, compte tenu du prix actuel du pétrole, l'extraction des hydrocarbures de l'Arctique n'est pas économiquement viable. Cela pourrait éventuellement devenir plus viable à l'avenir, mais il s'agit d'une considération à long terme. À notre connaissance, il n'y a rien dans les fonds marins de l'Arctique qui soit commercialement intéressant à la date de ce rapport. Mais même sans incitation commerciale, il y a quelque chose de symbolique en jeu. La possibilité de revendiquer la propriété du pôle Nord, longtemps perçue comme une source de mythes et de folklore. Le pôle Nord a une valeur culturelle immense. C'est un endroit que la plupart des gens ne visiteront jamais. Et pourtant, il occupe une place particulière dans la conscience de nombreuses sociétés. Les cartes sont depuis longtemps des outils de l'art de gouverner et de cohésion nationale. Elles représentent les liens entre les communautés et les lieux. Les cartes affirment la souveraineté, illustrent le progrès, les opportunités et les risques, et même si la plupart des cartes planes sont imparfaites, elles restent influentes. Par exemple, sur la plupart des cartes américaines, l'Alaska est placé dans un petit encadré, reléguant ainsi cet État à un statut géographique secondaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains ne reconnaissent pas leur pays comme une nation arctique. En Chine, pendant ce temps, la carte est intentionnellement présentée à la verticale, de sorte que ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale apparaissent dans le prolongement du continent. Cela renforce l'idée que la Chine est à la fois une puissance continentale et maritime. Ainsi, les cartes jouent un rôle important dans l'élaboration de la politique nationale et dans la mobilisation du soutien du public. C'est pourquoi le Danemark, le Canada et la Russie ont inclus le pôle Nord dans leur dossier juridique. Les trois pétitionnaires se considèrent comme des nations arctiques. L'Amérique veut une place à cette table en évinçant le Danemark. Le pôle Nord est le seul lieu où toutes les revendications, y compris potentielles, se chevauchent. L'intérêt du Danemark vient de son territoire autonome, le Groenland. Revendiquer le pôle Nord est une façon d'apaiser les indépendantistes, qui réclament l'indépendance du Groenland. Sans le Danemark, le Groenland ne pourrait jamais revendiquer le pôle Nord. Il lui manque l'expertise et le financement nécessaires pour des expéditions scientifiques. Ainsi, les décideurs danois cherchent finalement à illustrer les avantages de l'union du Groenland avec le Danemark. Pour le Canada, l'Arctique a longtemps été au cœur de son identité nationale, avec environ 40% de son territoire situé dans le cercle arctique. Cependant, les scientifiques canadiens n'ont jamais eu l'intention de revendiquer le pôle Nord, cela a été une décision politique. Lorsque le Canada a déposé sa première revendication en 2013, les frontières s'arrêtaient avant le pôle. Le gouvernement a retiré la revendication à la dernière minute et a déposé une nouvelle demande qui couvrait en fait le pôle Nord. Donc, revendiquer le pôle est une question de prestige national. Cela rapporte des points politiques au gouvernement en place, et cela s'inscrit dans le récit de la souveraineté arctique. Les Russes ont une vision similaire. La Russie cherche à développer la route maritime du Nord le long de sa côte arctique, qui va de Mourmansk à Vladivostok. Cela permettrait non seulement de stimuler le commerce, mais aussi de relier sa flotte du Nord et sa flotte du Pacifique en un seul arc ininterrompu. Pour soutenir la logistique d'un tel corridor, la Russie modernise son infrastructure de défense arctique. Elle possède actuellement plus de 40 installations militaires le long de sa côte arctique, y compris des bases, des aérodromes, des sites radars et des ports en eau profonde.
Elle dispose également de 45 brise-glaces dont 37 sont diesel électriques et 8 sont à propulsion nucléaire. Le Canada n'a pas grand-chose de comparable, et le Danemark en a encore moins. Seuls les États-Unis peuvent contrer la Russie dans l'Arctique, et le Groenland est au cœur de cette stratégie. La rhétorique de Trump en découle. C'est comme ça parfois. Lorsque les intérêts se chevauchent, les alliances deviennent négociables. Je suis votre hôte, Shervan, de Caspian Report. Si vous appréciez ces vidéos, pensez à soutenir la chaîne sur Patreon et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci pour votre temps et Essal,